coronavirus a un sacré concurrent, le virus de la peur. Il a été de loin le plus contagieux, il a été envoyé du plus haut sommet. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Le premier ennemi de la guerre, c'est la vérité. Et dès qu'un dirigeant utilise des métaphores guerrières, ça devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille, parce que c'est systématiquement annonciateur d'un abus d'autorité. Et ce que l'histoire récente montre, c'est qu'à chaque fois qu'on a passé des législations d'exception pour faire face à une menace de quelque chose contre quoi on était en guerre, ces législations ont perduré bien après, dans la durée. C'est une expression qui m'a fait frémir d'horreur quand je l'ai entendue, parce que ça n'a rien à voir. De toute manière, le virus n'est pas un ennemi. Nous cohabitons avec les virus depuis la nuit des temps, et le propre d'un virus, c'est de circuler. Donc on ne peut pas l'empêcher de circuler. Il faut apprendre à cohabiter avec. On ne peut pas exterminer un virus. Quand on ne sait pas, quand on avançait complètement dans le flou, personne ne savait rien nous dire. Effectivement, la peur nous fait appliquer à la lettre ce qu'on nous demande. Donc, pendant le pic de l'épidémie, j'étais la première, masque sur le nez. Il y a des patientes qui ne savent pas la tête que j'ai, qui m'ont vue pendant le confinement avec mon masque, qui m'ont jamais vue sans. Donc, c'est une politique de peur, un genre de terrorisme psychologique, de dire aux gens, c'est grave, c'est très grave, mettez les masques. J'ai pris le train à Bruxelles et qu'est-ce qui s'est passé ? J'arrive, le quai est pratiquement désert, il n'y a plus personne qui prend le Thalys. Or, il y a, entre Bruxelles et Paris, c'est comme un RER, il y a 22 trains par jour, c'est un train toutes les demi-heures. Qu'est-ce qu'on voit avec les restrictions de mouvement ? C'est qu'il n'y a plus personne qui prend le train et que quand on arrive sur le quai, on a des policiers en armes qui viennent vérifier si vous avez bien le masque. Alors et qui patrouillent dans le train. Alors que pour les attentats, il n'y avait aucune présence policière. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe et que ce Covid, oui, c'est un objet très singulier. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, même pensée, même discours. La peur, la peur, la peur, on a peur, on a peur. Cachez-vous, votre voisin va vous contaminer, la contagion est là, faites attention. Les corps sont menaçants, les visages doivent être cachés, masqués. Attention si on vous parle, si on vous tient un discours et qu'avec des postillons, attention à tout. Et donc, c'était inimaginable de vivre ça. Je ne pouvais pas imaginer que je le vivrais de mon vivant, franchement. Par exemple, dans l'armée, si tu perds une bataille, tu reviens en arrière. Tu l'étudies et tu dis « Ok, qu'est-ce qu'on a mal fait ?» Ce que nous n'avons pas compris, je pense, c'est que le coronavirus ne se développait pas très rapidement. D'une certaine manière, pour moi, la Suède a décidé autour de la mi-mars de ne pas intervenir. Et vous savez quoi? J'ai beaucoup d'amis en Suède. J'étais nerveux, mais vous savez, il est devenu assez clair début avril qu'ils avaient pris la bonne décision. C'était une merveilleuse expérience. Les épidémies, elles surviennent souvent en hiver. Et on sait très bien que les virus grippaux, dont fait partie le coronavirus, sont des virus qui mutent et qui s'essoufflent avec le temps. Et donc, si on a une deuxième vague, ce ne sera pas une deuxième vague, ce sera une autre infection par un autre virus. Maintenant, ce que tout le monde aimerait savoir, c'est si vous laissez le virus infecter fortement un endroit, combien de gens vont mourir? J'imagine qu'on a été très chanceux. Car sur le bateau de croisière Diamond Princess, qui a commencé à être très infecté autour peut-être de la 3e semaine de février, on a commencé à avoir des chiffres, et ces chiffres étaient très intéressants. Le bateau avait 3700 passagers. Un bateau, c'est très dense. La densité, avec la taille d'un bateau et le nombre de personnes qui y étaient, c'est 250 000 de personnes par kilomètre carré. C'est 40 fois plus dense que Hong Kong. Et Hong Kong, c'est un endroit très dangereux. Donc c'est vraiment très dense. Et sur ce bateau, environ 20% des gens étaient infectés. 700 personnes infectées. Et sur ces 700 personnes, 7 sont mortes. Si vous faites les mêmes calculs pour la Grande-Bretagne, vous obtenez 55 000 personnes. Et si vous le faites pour les États-Unis, vous avez 220 000 personnes. J'ai essayé de dire ça à Neil Ferguson, mais il n'a jamais répondu à mes emails. Mais j'avais raison, et il avait tort. Je suis beaucoup plus effrayé par mon gouvernement que je ne le suis par le virus. 10 fois plus. Et je ne me suis jamais senti comme ça avant. Il faut que nous comprenions tous que nous sommes partis avec une vision de moyen et de long terme avec ce virus.
C'est-à-dire que ce n'est pas seulement septembre 2020 qui est en jeu, c'est l'ensemble de l'hiver 2020, c'est le printemps 2021. Ça va durer ? Ça va durer, ça va durer. Je me demande sur quoi il se base pour pouvoir énoncer avec certitude une affirmation pareille, parce que ça ne correspond à rien de connu. C'est une affirmation qui n'a absolument rien de scientifique. Toutes les épidémies qu'on connaît ont cette fameuse courbe en cloche, ça monte très vite, ça culmine, ça redescend et ça s'éteint. Ici, on a commencé à nous parler de l'hypothèse d'une deuxième vague. Ça serait un scoop, ça serait une nouveauté absolue en termes d'épidémie mondiale. Alors, sauf à ce qu'il soit extrêmement clairvoyant par rapport à un phénomène totalement extraordinaire qui contredirait par hypothèse toute l'épidémiologie infectieuse, c'est effectivement très difficile de comprendre de quel point de vue il parle ou quelle réalité il décrit, hors, bien sûr, d'autres intentions qu'il pourrait éventuellement avoir. Examinons donc les chiffres. Au hit parade des épidémies les plus dangereuses depuis la Seconde Guerre mondiale, la Covid-19 arrive loin, derrière la variole, la rougeole, le VIH ou la grippe espagnole. La dernière à avoir fait paniquer nos élites remonte à 2009 avec le H1N1. Les sénateurs ont mené l'enquête sur la façon dont cette épidémie avait été gérée à l'époque. Ce qui a abouti à un rapport de 163 pages. Et apparemment, rien n'a changé. Dans leur rapport, les sénateurs montrent quasiment les mêmes mauvais chiffres de la peur brandis par l'OMS et relayés par tous les gouvernements du monde. On y parle de dramatisation, page 53. Une nouvelle pandémie est peut-être imminente. Tous les pays seront touchés, la maladie sera généralisée, les fournitures médicales seront insuffisantes. Et le lien entre la peur de la population et les vaccins est aussi abordé. Mais la peur, une fois partagée, nécessite quelques petits arrangements avec la réalité. Shindig, chop top, he says I'm gonna win big.